Qui veut parler? Ou est-ce qu'on va tout de suite boire un coup? Tu veux dire on part tout de suite au Quadrapéro pour boire un coup? Je suis pas sûr que j'irai au Quadrapéro, mais... Et nous, oui. J'avais une question. Si sur votre réseau, il y a une attaque informatique style DDoS et autres, qui s'en occupe? Ça dépend à quel réseau. Par exemple, si vous recevez des millions de paquets parce qu'une personne a dit quelque chose sur de la politique et que beaucoup de gens sont pas contents. Alors, dans ce cas précis-là, c'est fort probable que l'attaque soit faite sur l'endroit où les propos en question soient publiés. Donc ce ne sera pas sur le fournisseur d'accès, ce sera sur l'hébergeur. Et un streamer, par exemple, qui s'est auto-hébergé. Très concrètement, il y a deux optiques. Soit on dépense beaucoup d'argent pour avoir des équipements qui encaissent ce genre de trucs et qui les filtrent. Typiquement, je reviens sur l'obligation de pouvoir intercepter les flux. Les équipements qui savent faire ça savent aussi filtrer. Donc si l'État pouvait nous les payer, ce serait bien, ça permettrait de faire ça. Mais bon, le comportement le plus décent, qui est pas super sympa, mais qui permet de protéger l'intégralité du réseau mutualisé, c'est juste de couper la connexion en question, en amont. Donc en gros, c'est au niveau du BGP, ce qu'on appelle du blackhauling. Donc tu as tous tes fournisseurs avec lesquels tu es interconnecté, tu leur envoies un petit paquet qui indique qu'ils ne doivent plus t'envoyer le trafic à destination de cette adresse-là. Et du coup, tu effaces complètement l'attaque et tu la fais réussir du coup, puisque la chose attaquée n'est plus joignable du tout sur Internet. Mais au moins, tu protèges ton réseau. Ça, c'est quand tu n'as pas d'argent, tu fais ça. Si tu as l'argent pour payer les équipements et surtout la taille de lien vers l'extérieur suffisante pour avoir toute l'attaque qui arrive, bah, tu filtres juste l'attaque en profilant les paquets, en voyant quels sont les paquets qui font partie de l'attaque ou pas. Tu as des logiciels qui font ça très bien tout seul. Et tu filtres, mais c'est des équipements qui coûtent assez cher. Pour te donner une idée, on a eu des attaques, donc moi sur le réseau professionnel, de l'ordre de 4 ou 5 gigabits sur les histoires avec Wikileaks. Ça nous a pas fait mal sur le réseau, mais très clairement, la machine sur laquelle qui était visée par l'attaque était plus joignable. Donc, couper le tuyau en amont a pas fait plus de mal que de le laisser, ça a juste déchargé un peu les réseaux. Donc quand on est à ce stade-là et qu'on n'a pas moyen d'amortir l'attaque ou de la mitiger, bah, vaut mieux couper. C'est de la vilaine censure, mais c'est aussi une protection de la communauté du réseau. Qui plus est, si c'est un réseau associatif fait avec 3 bouts de ficelle et un bout de scotch. Ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote rigolote, c'est ce jour-là, je bossais depuis chez moi quand il y a eu le DDoS Wikileaks sur FDN, et du coup j'ai dû expliquer au client que je devais avoir en conf call que ben là en fait j'ai plus internet parce que mon fournisseur d'accès vient d'être coupé, vient d'être attaqué par une attaque DDoS qui vise Wikileaks parce qu'on héberge l'interface de don par carte bancaire. Tu aurais pu t'arrêter à j'avais pas internet. Je vous jure, c'est pas une excuse à là mon chien a mangé mon devoir. Ouais. Ça y ressemble. Mais c'est... Alors il y a des opérateurs qui en ont beaucoup plus souvent que d'autres. Il y a des opérateurs qui soit hébergent un contenu spécifiquement sensible, il y en a qui sont spécialisés dans les blogs de politique par exemple, eux c'est quotidien. Il y en a qui ont moins de trucs sensibles comme ça, il y en a qui accueillent pas 12 serveurs IRC connectés partout dans le monde, etc., qui ont moins de soucis d'attaque de ce genre-là. Oui. Une question assez historique. Je sais qu'à une époque, les opérateurs, Orange y compris, France Télécom à l'époque, interdisaient de partage d'accès. Est-ce que ça reste toujours vrai dans leur CGU? Est-ce qu'ils n'auront pas envie de venir embêter des petits opérateurs en disant vous êtes illégaux, quoi? J'ai pas réépluché les CGU dernièrement. Je pense qu'il y a un point juridique qui serait intéressant de soulever pour avoir une jurisprudence, qui est la distinction que je faisais tout à l'heure, partager l'accès en donnant sa clé Wi-Fi à son voisin. Voilà, ça très clairement, ça pourrait être attaquable, quoique si c'est non commercial, ça me semble un peu compliqué. À partir du moment où le souscripteur est une association, qu'elle est déclarée ARCEP, et qu'elle utilise, non pas pour connecter des gens, mais pour monter un VPN, à son seul usage, à l'usage de l'association. Après, ce qu'elle en fait derrière, c'est autre chose. Et qu'elle ne fait pas commerce, puisqu'elle ne fait que demander de l'argent pour entretenir un réseau wireless, et pas du tout machin. C'est une vraie question, j'aimerais bien l'avoir jugée au tribunal un jour. Je doute que ça arrive, mais ce serait rigolo.
Et qui plus est, solution de passer par des opérateurs qui l'autorisent. Et ça, il y en aura toujours, parce que... C'est surtout avec l'arrivée de la fibre optique, si on a des super débits en grand public, Ouais. qu'on sera tenté de partager cette fibre optique et que Ouais. les opérateurs risquent. C'est un manque à gagner de toutes nos liaisons, notamment dédiées, qui sont 20 ou 30 fois plus chères. C'est la remarque qu'on a eue des élus de l'email Brevan, parce que donc on est allé les voir, vu qu'on a quelques accointances avec l'opérateur Canet. On est allé à la réunion présentation publique de la fibre là-bas avec Francilien en disant coucou, nous on est un opérateur associatif et on veut bien essayer de venir sur la zone. Ça s'est très bien passé, la mairie était d'accord, Canet était même d'accord pour nous aider pour faire des trucs. Et puis à un moment on a fait, et puis même vous savez, on pourrait se servir des liaisons que vous avez là pour aller amener de l'internet très haut débit un peu au-delà de l'email Brevan ou dans les zones où il n'y a pas encore la fibre parce que le plan de déploiement c'est plus tard. Et là, on a vu les élus faire ouais, mais si vous faites ça, quand on va déployer les zones en question, du coup les gens ils l'auront déjà et ils vont pas acheter nos. Oui, c'est pas impossible. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis arrivé un peu en retard. Je sais pas si tu as parlé un peu de la Fédé. Et du coup, dans Peu au début. dans l'idée de comment monter son FAI, tout ça, ça fait partie du rôle de la fédération d'expliquer et d'aider, de filer des coups de main pour que les gens qui ont envie et qui savent pas comment s'y prendre, on leur indique tiens, regarde la conf de Spayou, elle était une fois Internet, et puis après tu reviens nous Puis voir. relis si t'as les des articles questions. de blog aussi si t'as pas compris la conf. Et voilà, exactement. Ouais, parce que normalement tout le contenu de la conf, je l'ai écrit sur mon blog il y a 1 an et demi. Hein, mais peut-être rajouter quelques trucs, mais voilà. Et c'est quoi l'adresse de ton blog? Blog.spayou.org. Ouais, tu vois, c'est pour ça, tu vois, c'est une toute nouvelle conf avec des tout nouveaux slides, j'ai pas tout mis dessus. J'ai mis Martine, c'est déjà ça. Je voulais savoir quel était le protocole que vous utilisez pour les antennes Wi-Fi OpenWRT Alors, les antennes qu'on a là, en fait, c'est des antennes Ubiquiti qui livrent un OS qui peut avoir quelques défauts, mais qui, pour ce qu'on en fait, est très bien. Parce qu'en fait, FAI Maison cherche aussi à faire un peu comme vous, Ouais. et ils sont aussi retrouvés bloqués avec OpenWRT et utilisent la solution de Ubiquiti. Ouais. Donc, est-ce que vous avez un retour d'expérience pour eux qui se lancent sur ce projet? Ubiquiti, ça juste marche tout seul. Alors, les derniers firmware sont un peu moisis. Faut pas y toucher. Donc, faut rester à la version 5.5.6. Tu veux te le garder dans un coin de la tête. Mais ça marche tout seul. Le seul ennui de ces trucs-là, c'est que soit c'est un point d'accès, soit c'est une station. C'est pas les deux. Donc tu peux pas espérer en planter une sur chaque maison et que ton internet avance tout seul dans le quartier. T'en mets une comme ça, l'autre dans l'autre sens pour émettre, et tu fais des relais comme ça. L'autre ennui, c'est qu'elles sont pas capables de faire du routage ou des choses comme ça. C'est vraiment que du niveau 2. Donc tu peux pas faire de l'OLSR, du Babelfish, des trucs comme ça qui te permettraient d'avoir un réseau un peu hétérogène qui va s'auto-configurer en fonction des possibilités. C'est très je pointe par là parce que là-bas il y a une maison que je veux relier, et si j'ai une autre maison par là, je mets une autre antenne, boum, je pointe là-bas. Ça fait pas mal de matos à déployer, mais c'est super robuste et ça tient très bien. J'ai un petit retour d'expérience des gens d'état neutral qui sont en train de réfléchir très fortement et qui vont sans doute basculer tout leur réseau de Ubiquiti vers l'OpenWRT. Et donc les tests qu'ils ont fait, globalement, ils sont à perf équivalente au final. Ils vont garder le matos, c'est juste ils vont mettre du libre à la place du truc proprio de Ubiquiti. Donc à partir du moment où tu maîtrises OpenWRT, je pense que voilà, quand tu as testé, que ton réseau est correctement implanté, que tu as bien joué, que tu commences à avoir l'habitude de tout ça, ça peut être pertinent de migrer. La facilité de ça, c'est vraiment, tu vois, tu l'achètes, tu la sors de la boîte, tu la branches, tu as 3 trucs à cocher sur l'interface et c'est fini. Avec l'OpenWRT, tu vas plus loin, tu fais des trucs un peu plus sympas, tu dépenses peut-être un peu moins en matériel parce que tu peux te permettre de faire des réseaux un peu plus polymorphes, mais c'est plus compliqué au démarrage.
Ouais, après, tu vas avoir des trucs qui vont pas marcher du coup, mais c'est lié au fait que Ubiquiti a fait des tweaks au niveau Wi-Fi et qu'ils ont pas publié. Et on sait pas trop, enfin, on sait comment ça marche, mais on n'a pas de code libre qui fait la même chose. Typiquement, avec ces antennes-là, avec le firmware Ubiquiti, on fait 40 Yep. Avec le firmware Ubiquiti, on fait 40 km. Je pense qu'avec un OpenWRT, on sera limité à 20. Parce que il n'y a pas justement les tweaks Wi-Fi et le proto Air Max d'Ubiquiti dans le. Moi, je dis ça se teste. Ouais, bah écoute, le mât d'Hervé et mon toit sont à ta dispo, il n'y a pas de problème. Tu viens quand tu veux. Il y a les gens aussi en Argentine, il y a des déploiements qui utilisent OpenWRT. Il y en a aussi en Espagne. Les gens de Gifi, ils ont 20 000 nœuds Wi-Fi. Ils ont un réseau incroyable en Catalogne et même au-delà. Et je crois aussi qu'ils utilisent pas mal OpenWRT. Et sinon, vous avez commencé à réfléchir au réseau mesh ou même pas on y pense? Étant donné la non-densité de notre réseau, je vais vous donner un exemple. Le réseau mesh, c'est bien quand on fait de l'urbain, du périurbain ou des choses où on a une grosse concentration d'accès. Ouais. Voilà, nous on est spécialisé maintenant, c'est pas de notre faute, c'est comme ça, dans un mec intéressé, puis le prochain à 800 mètres, et puis le prochain peut-être à 1,5 km. Ah, et puis au fait, il y en a un qui est 10 km de l'autre côté. Donc là, le mesh se justifie pas vraiment. Je vais te donner un exemple tout bête. Alors ça, c'est l'inverse, ça c'est Auxerre. Donc c'est un joyeux bordel parce qu'en plus on le déploie avec une entreprise qui a une partie du réseau en gestion pour les backups de ses clients. Mais voilà, typiquement, ça c'est un gros bout du réseau. Et en dehors de ici, où on a quand même quelques agglomérations d'adhérents, là c'est un adhérent, deux adhérents, un adhérent. En bas ici, avec le relais solaire sur le château d'eau, là, 2 adhérents. Aucun intérêt de faire du mesh. Micro. Ah, j'avais pas vu. Ah, caméra, micro, caméra. Ouais, je disais juste l'avantage sur les petits hameaux, c'est qu'on a vite fait d'avoir 80-90% de part de marché sur les 10-12 habitants qui y sont. Voilà, c'était juste ça. Alors là, il parle de son hameau à lui, parce qu'effectivement, PC Light a 80% de part de marché à côté de chez lui. Mais c'est parce que c'est le président et qu'il habite là, donc il fait du forcing. Mais là, typiquement, voilà, on a un endroit où on a mis donc un relais ici, 2 antennes, un relais ici, 2 antennes, un relais ici, 2 antennes, un adhérent, un relais ici, 2 antennes, un adhérent et un adhérent. Oui, puis on voit les noms des adhérents aussi. Et il y a une vidéo, donc voilà. Bon, ça c'est les petits outils de monitoring où on a le suivi Ah bah on voit le nom de l'adhérent. Ah non, c'est pas un adhérent, c'est un gîte. Ils sont très bien, vous pouvez aller là-bas. Non, c'est pas vrai. Voilà, là le mesh, on n'a pas d'intérêt réel à faire du mesh ici. On aurait, je sais pas, toute une rue par exemple. Ouais, ça peut commencer à être intéressant. Mais après, on verra si ça se présente. Mais je pense que le plan qu'on fait là, c'est-à-dire que quand on monte un relais, on met 2 antennes ou 3 antennes, permet d'avoir un truc qui est un poil plus robuste et où quand il y a un souci, on sait où chercher. Parce que il n'y a rien de plus chiant qu'un réseau qui se change tout seul sans que tu lui aies rien demandé, que t'as pas prévu le coup parce que tu avais gardé en tête qu'il était comme ça et en fait il s'est retourné complètement dans l'autre sens. Tu fais une maintenance et tu te retrouves le bec dans l'eau. Donc voilà, je pense que on le réserverait plus pour des zones où on aurait des gens que ça ferait marrer et qui voudraient tester ça, jouer avec ça, etc., etc. Pour faire de la prod, pour amener de l'internet à des gens que tout ce qu'ils veulent juste c'est avoir de l'internet. Ça les dérange pas de venir faire chauffer le barbecue pour l'AG une fois par an, mais faut pas leur en demander beaucoup plus. Et vu que l'assaut prend 30 €, on peut se permettre de déployer du truc comme ça en mode relais et avec un truc unique comme ça. Là où on va faire alors c'est pas du vrai mesh, mais on
on va commencer à mailler un petit peu pour avoir plusieurs portes d'entrée et de sortie sur les zones. Quand on peut le faire, parce que là, par exemple ici, là, on est en cul-de-sac, après c'est une vallée, il n'y a plus rien pendant 20 bornes. Donc on n'ira jamais plus loin que ça ici. Mais on va faire quelques... Là, on a un défi, c'est de relier ça et ça. Parce qu'en gros, la fibre qu'on va faire arriver, elle va arriver ici, et le gros de nos adhérents sont sur cette zone-là. Donc, voilà. On commence à mailler un petit peu pour avoir plusieurs points de sortie sur le réseau. J'avais une question, est-ce que ce serait facile, compliqué ou impossible de faire un FAI associatif dans un immeuble qui aurait été coaxé par Numéricable? Je vais pas dire fibré parce que c'est pas de la fibre. Oui. Ouais, il pose pas de... L'idée, ce serait quoi? Ce serait de prendre un seul Numéricable pour tout l'immeuble, ou ce Non, serait ce serait autre chose que Numéricable pour l'immeuble? Ce serait d'utiliser les câbles coax qu'ils ont déployés pour après pouvoir faire un FAI associatif qui fournirait du très haut débit. Première chose à vérifier, c'est qui est propriétaire des coax, en fonction de la date d'installation, de la convention passée avec le syndic et de trois autres trucs. Si Numéricable est parti, je pense que tu peux faire ce que tu veux. Si Numéricable exploite encore le câblage, tu vas être plus emmerdé. En gros, ça doit pouvoir se trouver sur eBay. Il faut trouver un gestionnaire d'arbres d'Oxys. Donc c'est ce qui se branche au bout du câble que Numéricable doit avoir à peu près au bout de la rue, quoi. Lui faire arriver une fibre derrière, et puis trouver des modems câbles à brancher de l'autre côté. Mon avis, c'est plus valable de te servir des câbles coax qui ont été passés comme tire-fil pour mettre de la fibre. Tu scotches ta fibre au bout, tu tires dessus pour la descendre et c'est mieux. Ça va coûter moins cher que de trouver un gestionnaire d'Oxys, je pense. Merci. Et après, si t'as 80 personnes, tu fais arriver une fibre à 100 mégas en bas par Orange et tu la mutualises et puis voilà. Et pour tout un câblage dans une ville, par exemple à Saint-Florentin, excuse-moi. Ouais, parle parce qu'on Voilà. s'en fiche, on sait que l'écran il est là. À Saint-Florentin, par exemple, il y a le câble et c'est plus utilisé du tout. Eh ben, très bien, ça peut servir de tire-fil pour mettre la fibre. Même chose, hein, de tire-fil en vertical ou en horizontal, ça marche pareil à peu près. C'est même mieux en horizontal parce que généralement il y a moins de virages. Juste pour dire que ça coûte très cher avec du coax, les équipements actifs derrière, les Ouais. CMTS, pour un petit FAI associatif, c'est beaucoup de budget. On le voit avec Il y City. en a pas d'occasion qui traînent? Non, c'est compliqué à trouver. Je crois pas spécialement. Il y a Ouais. CityPlay qui va bientôt crever ou qui va se faire racheter. Donc c'est assez cher et c'est pas le meilleur truc pour un FAI associatif. Oui, donc on a quand même mieux fait de tirer de la fibre à la place du coax, mettre un joli 35-50-12G à la cave et puis voilà. J'avais une question. Comment vous positionnez les antennes à 40 km Enfin, vous dites il y a X kilomètres. Comment vous faites pour que ça pointe dans la bonne direction? Par là. C'est quoi? Vous testez le signal et ça monte plus ou Alors, moins Celle-là, là, t'as des petites LED derrière. C'est très imprécis parce que t'as 4 LED qui te donnent en gros une idée de la force de signal que t'as. Une fois que t'es logué sur l'antenne, tu as un nombre de dB en synchro vertical et horizontal si c'est une bipolaire. Et t'as en plus un truc pas mal avec un bip bip qui change de fréquence, donc tu peux te permettre d'être en haut du mât avec le laptop posé par terre qui fait bip bip et en jouant un tout petit peu doucement avec, t'arrives à lui faire l'azimut et après tu corriges le vertical pour avoir une synchro horizontale et verticale équivalente. Tu mets une personne de chaque bout du lien et puis chacun écoute son bip bip et fait au mieux. Alors c'est pas ultra précis, on n'a pas de visée laser, de compas, de machin de bidule, mais ça marche plutôt bien. Parce que même en prenant les paraboles comme ça, on a quand même pas loin de 5 degrés d'ouverture, je crois. Donc on a une tolérance qui est quand même au millimètre de rotation du mât, donc ça se gère bien à la main. Et pour info, le 40 km, on a réussi à le monter à 30 mégabits. Et là, on attend les grosses antennes qui sont censées emmener 100 mégabits à 100 km. Elles sont toujours pas arrivées.
Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'il y en a un qui a soif. Donc, merci. Merci.